well right. You got a bloody right to say. Ce groupe a été formé en 1969. Leurs débuts furent tellement modestes qu'ils auraient pu choisir d'abandonner. Leurs 2 premiers disques passèrent inaperçus et ne rencontrèrent aucun succès. Ce n'est que 5 années plus tard, en 1974, qu'ils vont surprendre l'industrie musicale avec un disque qui passera à l'histoire. Le rock progressif, avec une teinte parfois de jazz ou simplement de pop, fera la force de ce groupe qui sera l'un des plus importants lors des décennies 70 et 80. Ce groupe qui à leur début jouait dans des endroits où personne ne les écoutait vendra plus de 70 millions d'albums au cours de leur existence. Voici l'histoire de l'illustre groupe Supertramp. Rick Davies est né le 22 juillet 1944 à Swindon, en Angleterre. Rick n'avait aucune aptitude en classe, sauf pour la musique, où il était naturellement doué. À l'âge de 12 ans, il commence à jouer de la batterie, mais rapidement, il va s'intéresser au clavier qu'il apprendra seul. Sa mère témoigna qu'il n'avait jamais pris de leçons de piano. Elle dira: « Il a appris la plupart de ses connaissances en musique par lui-même. » En 1959, il n'a que 15 ans. Il rejoint quelques groupes comme Vince and the Vigilant. Il formera même un groupe appelé Rick's Blues, qu'il va dissoudre en 1965 quand son père va tomber malade. Rick doit travailler comme soudeur dans une usine et laisser ses rêves musicaux de côté pour un certain temps. En 1966, il va jouer comme organiste pour un groupe s'appelant The Lonely One, puis The Joint. Ce groupe enregistre de la musique pour des films allemands. Alors qu'il se trouve à Munich, Davis rencontre Stanley August Missegaz, qui lui propose une aide financière s'il parvient à former un groupe. Stanley Missegaz avait été subjugué par le jeu de Rick Davies. Il voyait en lui un grand musicien qui devait aller plus loin que d'être un simple membre d'un groupe comme The Joint. Davies était motivé et voyait une chance s'ouvrir à lui après plusieurs années où il ne savait pas vraiment où se diriger. Davies va passer une annonce au mois d'août 1969 dans le fameux magazine musical le Melody Maker. Un homme doué pour la composition, avec une voix exceptionnelle, va répondre à cette annonce. Rick Davies vient de rencontrer quelqu'un avec qui il va lier une amitié immédiate. Roger Hodgson vient de faire son apparition. Roger Hodgson est né le 21 mars 1950 à Portsmouth, en Angleterre. Il était doté d'une voix impressionnante. Hodgson était doué au clavier et à la guitare. De plus, il était un auteur-compositeur très doué. Une anecdote très peu connue le concernant nous raconte qu'il a déjà joué durant les années 60 avec un groupe se nommant Argosy, où l'on retrouvait à cette époque un certain Reginald Dwight, qui deviendra plus tard le célèbre Elton John. Hodgson connaissait quelque peu Rick Davies, l'ayant déjà côtoyé au sein du groupe de Joint. Sa mère l'encouragea à répondre à l'annonce que Davies avait placée dans le Melody Maker. Dès sa première audition, Rick Davies savait qu'il avait trouvé la personne qu'il lui fallait. L'entente musicale s'est immédiatement installée entre les deux. En ce milieu d'année 1969, Rick Davies et Roger Hodgson vont former le groupe Supertramp.
En 1969, en plus de Davis et Oxon, Supertramp est complété par Richard Palmer aux guitares et de Robert Miller à la batterie. Durant l'année 1970, les 4 musiciens vont se lancer dans l'enregistrement d'un premier album. Palmer va être responsable de tous les textes, alors que Davis et Oxon s'occuperont de la musique. Ce premier effort ne rencontrera aucun succès. Le groupe n'avait pas trouvé encore l'identité qui le rendra célèbre quelques années plus tard. Le groupe ne travaillait pas dans une parfaite unité, alors que rapidement des disputes vont survenir entre les membres. Après l'échec confirmé de ce disque, Richard Palmer quittera définitivement le groupe. Ce disque, aux tendances folk, sera plus tard réhabilité au cours de la décennie par le succès grandissant du groupe, mais jamais il n'atteindra les hauteurs de leur grande œuvre, malgré des qualités certaines. Stanley Meisegas, qui avait aidé financièrement le groupe à ses débuts, va aussi prendre ses distances. Avec le départ de Palmer, la formation va se modifier. Oxon va dorénavant s'occuper de la guitare et un nouveau bassiste va faire son entrée, Frank Farrell. Dave Winthrop vient compléter le groupe en tant que saxophoniste. Indelibly Stamped, le deuxième effort du groupe, nous arrive au mois de juin 1971. L'orientation musicale change radicalement. Supertramp passe du folk à un rock. Tous les titres sont écrits par Davis et Oxon. Malgré tous ces changements, l'échec de l'album est confirmé. Le disque ne se vend pas et la tournée pour promouvoir cet album ne va nulle part. Le groupe attire très peu. Supertramp semble déjà à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y a un avenir pour ce groupe? Davis et Oxon veulent se donner une chance. Ils ont confiance en leurs moyens. Il leur faut trouver une direction musicale et surtout prendre le temps et engager les bonnes personnes pour les accompagner. Après la tournée du deuxième album, ils décident de se séparer des musiciens qui les avaient accompagnés. Ils demeurent tous les deux pour un temps. Le temps est à la réflexion. Les bonnes décisions doivent se prendre. Après 2 albums qui ne rencontrèrent aucun succès, on ne pouvait se permettre un nouvel échec. Les 2 amis travaillent sans relâche à l'écriture d'un album. Ils ont déjà des titres en réserve. Ils complètent le travail dans les mois suivants. Ils ont maintenant du matériel pour un grand disque. Ils en sont convaincus, mais ils ne veulent pas répéter les mêmes erreurs du deuxième album. Cette fois-ci, ils ne seront pas dans la précipitation. Ils vont prendre le temps de recruter les musiciens qui colleront au style qu'ils veulent implanter. Davis et Oxon vont faire une rencontre capitale qui va donner une direction définitive à leur groupe. Ils engagent le saxophoniste John Anthony Helliwell. Helliwell était un musicien exceptionnellement doué. Il sera la pièce manquante pour compléter le duo Davis-Oxon. Helliwell ne composait pas, mais il apportera au groupe ce qu'il recherchait, un son. Son jeu au saxophone sera irremplaçable. John Anthony Helliwell sera un membre important pour Supertramp. Il s'occupera aussi de l'animation lors des spectacles du groupe. Le bassiste Dougie Thompson et le batteur Bob Siebenberg viennent compléter le groupe, qui est maintenant solide à toutes les positions. Les 5 musiciens vont travailler pendant 4 mois à l'élaboration d'un album
en répétant de façon quotidienne. De novembre 1973 à février 1974, Supertramp travaille dans une ferme dans le comté de Somerset en Angleterre avec le réputé producteur Ken Scott. De février à juin 1974, le groupe enregistre aux studios Trident, Rampart et Scorpio à Londres. En septembre 1974, après 8 mois de travail, 3 ans après leur deuxième album, Supertramp publie l'album Crime of the Century, qui est résolument d'un style progressif. Ce sera un succès immédiat. Crime of the Century devient l'un des albums les plus prisés en 1974. Les critiques ne tarissent pas d'éloges envers le groupe. Les compositions sont tous du même niveau. Dreamer, School et Bloody Well Right deviennent toutes les trois des classiques qui ne quitteront plus jamais le répertoire du groupe. L'album devient disque d'or 4 mois après sa sortie. Rick Davies et Roger Hodgson ont gagné leur pari. Ils avaient cru en eux. Supertramp est maintenant lancé avec l'un des meilleurs albums de la décennie. On peut maintenant compter sur Supertramp. Crime of the Century atteint le top 5 au Royaume-Uni et le top 40 aux États-Unis, qui par tradition est toujours un marché plus difficile à conquérir. Mais peu importe, l'Amérique sera à son tour subjuguée par Supertramp. Ce n'était qu'une question de temps avant que les grandes chansons commerciales viennent conquérir le monde. Le groupe fera une tournée au Royaume-Uni et en Amérique pour la promotion de l'album. Atteindre les grands sommets et faire l'unanimité comme Supertramp l'a fait en 1974 est une chose. Demeurer dans l'excellence et confirmer en est une autre. Supertramp va démontrer par la suite que le succès de Crime of the Century n'était pas un hasard. Le groupe avait de la profondeur, d'excellents compositeurs et de solides musiciens. Après la tournée Crime Tour of America, sous les pressions de la compagnie AM, Supertramp va s'atteler à la réalisation d'un nouvel album plus rapidement qu'il n'était prévu. Les premiers enregistrements se feront en Californie pour se terminer à Londres, où l'atmosphère au travail était plus propice pour un travail plus sérieux. En novembre 1975, c'est la parution de l'album Crisis What Crisis. Ken Scott est toujours à la production. Contrairement à Crime of the Century, l'album ne renferme aucune chanson commerciale. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce disque demeure d'un grand niveau, même si à l'époque, les membres avaient l'impression d'avoir quelque peu raté la session. Le temps aidant, Roger Hodgson reconnaîtra plus tard que ce disque est l'un de ses préférés. Le groupe à l'époque n'avait pas assez de matériel pour un album complet lorsqu'ils sont entrés en studio. Le travail se fera étape par étape, avec même une interruption pour écrire du nouveau matériel. L'album se classera modestement aux États-Unis pour une 44e place et une 20e au Royaume-Uni. Il a été généralement bien reçu par les critiques, même s'il ne renouvelle pas les sommets artistiques de Crime of the Century. Supertramp a bien relevé le défi. L'album demeure cohérent avec d'excellentes chansons. Ils peuvent maintenant se reposer sur un répertoire qui leur permet d'évacuer complètement les chansons des 2 premiers albums. Ils pourront aussi prendre leur temps pour les prochains albums. Even in the Quietest Moments est le prochain album à paraître
en avril 1977. Geoff Emerick, le preneur du son pour la totalité des disques des Beatles, est engagé par le groupe. La production sera un travail d'équipe. Ken Scott ne sera donc pas de la partie. L'enregistrement aura lieu au célèbre Caribou Ranch, où plusieurs artistes comme Elton John, Chicago ou encore Earth, Wind & Fire avaient déjà enregistré plusieurs albums. Construit en 1972, ce studio était à la fine pointe de la technologie à l'époque. Supertramp y passa presque 3 mois avant d'arriver à un résultat final. Ce disque revient quelque peu au style de Crime of the Century. Give a Little Bit sera une autre chanson du groupe qui deviendra célèbre. La pièce Even in the Quietest Moment et le morceau final, Fool's Ouverture, constituent les grands moments de ce grand disque qui demeure un chef-d'œuvre. L'album sera évidemment disque d'or, atteignant la 12e place au Royaume-Uni, tout en se maintenant dans les classements pendant 22 semaines. Sa performance aux États-Unis sera tout aussi bonne, avec une 16e place sur une durée cette fois de 49 semaines. Le groupe continue à se produire à une fréquence soutenue aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Royaume-Uni. Supertramp est un poids lourd dans l'industrie musicale. Les moyens sont déployés pour offrir un spectacle de qualité. Après plus de 130 spectacles, le groupe va marquer un temps d'arrêt. Depuis maintenant 5 ans, le groupe a énormément tourné, enregistré 3 grands albums. Il est temps de prendre un peu de recul. Dès avril 1978, tout le groupe est déjà de retour au travail. Le studio Village Recorder et Peter Henderson à la production attendent Supertramp à Los Angeles. L'album va prendre un temps énorme à se réaliser, ce qui va commencer à ébranler la belle entente qui s'était installée entre Davis et Hodgson depuis presque 10 ans. Les changements d'idées sur le concept de l'album, les deux leaders vont faire en sorte que le travail va durer toute l'année 1978, soit plus de 8 mois. Est-ce que Supertramp est au bout de sa route? Le temps beaucoup trop long et la mésentente ont-elles grugé le pouvoir créatif du groupe? Le 29 mars 1979, l'album Breakfast in America va dissiper tous les doutes. Cet album sera leur plus gros succès commercial et l'un des plus grands de l'histoire discographique. Les succès se comptent en grand nombre. Take the Long Way Home, The Logical Song, Goodbye Stranger et Breakfast in America sont des chansons qui ont toutes performé dans les classements mondiaux et qui restent à jamais gravées dans les mémoires. De bout en bout, ce disque comporte encore une fois de grandes pièces musicales. On estime les ventes jusqu'à nos jours à plus de 20 millions d'exemplaires. Pour la première fois de leur carrière, Supertramp pulvérise les charts mondiaux. Il sera numéro 1 dans presque tous les classements, à l'exception du Royaume-Uni, où il se classera quand même à la 3e position. Le travail à la production de Peter Henderson sera reconnu de tous, avec un son qui pourra s'adapter à n'importe quel des médias employés à l'époque. Ce disque devient la consécration ultime d'un groupe qui avait déjà une renommée et une crédibilité sans tache. Comme à leur habitude, le groupe y va d'une autre tournée mondiale. Cette tournée est la plus imposante depuis leur début. 52 tonnes de matériel d'une valeur de 5 millions de dollars est employée pour les représentations. 40 personnes travaillent pour cette immense tournée qui rencontre succès partout où elle passe.
L'album double Supertramp Live in Paris sera enregistré en 1980, en plus d'être filmé. Le groupe fait la part belle à tout son répertoire depuis Crime of the Century. Supertramp est à son apogée. Après cette grande tournée, le groupe est fatigué, physiquement et mentalement. Un long repos s'impose. Une longue pause qui va durer près d'1 an et demi. Il est hors de question de se soumettre aux demandes de la compagnie de disques qui réclame un nouvel opus. Le groupe s'entend sur une chose. Les tournées vont être moins longues et les enregistrements devront être plus courts. Supertramp tourne et enregistre depuis maintenant 8 ans. Il faut lever le pied. Mais voilà, le groupe s'est usé, et ce n'est pas un repos et moins de travail qui vont régler les problèmes qui se sont peu à peu accumulés entre Rick Davies et Roger Hodgson. Le premier signe de désaccord survient quand Hodgson s'éloigne jusqu'à Nevada City et se fait construire un studio d'enregistrement. Il se trouve maintenant à une bonne distance de Los Angeles. Les rumeurs de séparation commencent à se répandre, mais sont démenties par Roger Hodgson lui-même. La mésentente se présente sur le lieu des enregistrements. Hodgson veut le groupe chez lui. Davies refuse et insiste pour Los Angeles. Les compromis sont nécessaires. On va répéter à Los Angeles et on va enregistrer chez Hodgson. On ne s'entend pas non plus sur la direction musicale que doit prendre ce nouvel album. Hodgson veut surfer sur le succès de Breakfast in America, tandis que Davies veut revenir à une œuvre plus personnelle comme Crime of the Century et imposer des morceaux plus longs. Une fois de plus, Supertramp va nous offrir un autre grand disque qui fera son apparition en octobre 1982. It's Raining Again est un autre succès de Hodgson dans la tradition de Breakfast in America. L'album sera un autre succès dans les classements avec une 5e position aux États-Unis et une 6e au Royaume-Uni. Le disque est solide, rien n'y paraît musicalement, mais les tensions sont extrêmes entre Davies et Hodgson. Malgré leur volonté de faire plus court dans les enregistrements, une fois de plus, le temps est énorme. Les 5 musiciens vont travailler sur ce disque de novembre 81 à juin 1982. Si Hodgson parvient à imposer It's Raining Again, Davies se voit refuser la pièce Brother Where You Bound, qui dure plus de 10 minutes. Hodgson est inflexible. Il ne veut plus revenir sur des pièces longues. Les différences de style sont maintenant plus qu'évidentes. Si auparavant, Hodgson et Davies mariaient leurs différences pour en faire un tout, il en était tout autrement en 1982. Les différences semblaient maintenant irréconciliables. En 2015, Hodgson avouera qu'à cette époque, Supertramp était au bout de sa route, que le cœur n'y était plus. Il dira avoir regretté cet album et que le titre n'était pas un hasard. On a choisi ce titre parce qu'on savait que nous ne referions jamais un autre album ensemble. L'album sera suivi d'une tournée qui va s'étendre jusqu'à septembre 1983. 6 mois auparavant, en mars, Hodgson avait déjà annoncé qu'il quittait le groupe au terme de cette tournée. Il affirmait qu'il voulait passer plus de temps en famille et enregistrer en solo. Il va même affirmer qu'il n'y avait pas de problème personnel entre Davies et lui. Mais personne n'était dupe. La fin de Supertramp se discutait depuis plus de 2 ans.
Oxen n'avait pris personne par surprise en annonçant qu'il quittait. Supertramp perdait son leader, celui qui était responsable de la plupart des succès du groupe. L'avenir était nébuleux pour le groupe. On se demandait de quelle façon Supertramp pourrait continuer sa route sans Roger Hodgson. Envers et contre tous, Rick Davies annonce que l'aventure de Supertramp n'est pas terminée. Ils vont continuer à l'avenir à 4. Personne ne prendra la place de Roger Hodgson. L'impact du départ d'un musicien comme Roger Hodgson allait finir par laisser des traces. En 1985, Supertramp sort l'album Brother Where You Bound. La chanson titre dure plus de 16 minutes. Cette même chanson que Hodgson avait refusée précédemment, ainsi que le succès Cannonball. L'album va rencontrer le succès avec une 20e place au Royaume-Uni et une 21e aux États-Unis. Même si le disque est plus qu'acceptable, avec de forts moments, l'absence de Hodgson se fait cruellement sentir. Malgré ce recul artistique, Supertramp effectue une tournée pleine de succès, avec des spectacles qui en mettent plein la vue aux spectateurs, avec les jeux de lumière et la projection de films. En 1987, le groupe accueille Mark Hart et enregistre un 9e album, Free as a Bird, qui voit le jour en octobre. Le déclin inéluctable du groupe se produit. Free as a Bird est un album sans inspiration. L'arrivée de Mark Hart dénature encore plus Supertramp, que l'on ne reconnaît plus. L'album ne parvient même pas à entrer dans le top 100 du Billboard américain. Après la tournée qui se rendra jusqu'à l'année 1988, c'est la fin de Supertramp qui décide d'arrêter ses activités. À partir de 1988, l'aventure Supertramp semble bel et bien terminée. Les rumeurs de reformation semblent sans réel fondement. En juillet 1990, Roger Hodgson invite Rick Davies chez lui, dans sa demeure de Nevada City. Les deux hommes semblent se retrouver et évoquent la possibilité de reformer le groupe. Les choses vont en rester là pour un certain temps. Le projet de reformation semble prendre forme en avril 1993. Hodgson et Davies vont travailler durant 4 mois sur des chansons. Hodgson semble redevenir inflexible en ce qui concerne les chansons. Il ne veut plus que le nom de Davies apparaisse à ses côtés lors de ses propres compositions. Une fois de plus, la situation semble sans issue lorsqu'Hodgson refuse de voir la femme de Davies s'occuper de la gérance du groupe. Hodgson décide de se retirer définitivement du projet. Est-ce que Davies et Hodgson étaient parvenus à composer des titres valables lors de ces 4 mois, ou n'arrivait-il simplement à rien de satisfaisant? Nous ne le saurons jamais, mais les exigences de Hodgson quant à l'écriture des morceaux laissent à penser qu'il avait jugé qu'il valait mieux se retirer d'un projet qui n'allait nulle part. Rick Davies n'abandonne pas pour autant ses idées de reformation. Le 24 mars 1997, l'album Some Things Never Change voit le jour. Le disque est très mal accueilli par les critiques. La formation est bien loin du niveau de ses disques précédents avec Hodgson. Malgré tout, le disque se débrouille relativement bien dans les ventes. Ce sera une énorme tournée de 113 dates qui va débuter à Stockholm en avril et qui va se terminer en octobre à Stuttgart. Slow Motion,
le 11e album du groupe, sort en 2002 dans l'indifférence la plus complète. Cette fois-ci, les ventes ne sont pas au rendez-vous. En Amérique, le disque ne sera pas disponible physiquement. Il ne sera disponible que par l'Internet. Une ultime tournée de 86 dates suivra. Elle sera intitulée One More for the Road. Ce sera la fin pour Supertramp, l'un des groupes les plus prisés durant les années 70 et 80. So you tell me that you find it hard to grow. Well, I know. And you tell me that you've many seeds to sow. Après son départ de Supertramp, Roger Hodgson va sortir un album solo, In the Eye of the Storm, un album d'une qualité indéniable qui nous laisse penser que l'aventure Supertramp aurait pu se continuer dans la qualité pour un certain temps encore. L'album paraît en décembre 1984. Lovers in the Wind domine, un album de 7 chansons où la qualité est au rendez-vous. À noter la chanson Only Because of You en l'honneur de John Lennon. Malgré ses grandes qualités, l'album n'ira pas plus loin que la 75e place dans le Billboard américain. En septembre 1987, Hodgson y va d'un deuxième effort solo. L'album Hi Hi voit le jour. Les 10 chansons sont écrites par Hodgson, à l'exception d'une chanson de 1974, Len Ho, écrite avec Rick Davis. Hodgson se blessa gravement aux 2 poignets à la suite d'une chute et ne put être en mesure de défendre cet album avec une tournée. L'album a été à l'époque très mal reçu par les critiques, certains le qualifiant même de désastre, de basique et de peu d'intérêt. Après ce disque, Roger Hodgson va se retirer de la scène musicale pour une période de plus de 10 ans. Hodgson reviendra avec un 3e et ultime album en 2000, Open the Door, qui est enregistré en France et qui rencontre un beau succès d'estime. On compare même certains morceaux à Supertramp. 2 albums en direct viendront compléter la discographie de Hodgson. Rite of Passage, enregistrement du dernier concert d'une tournée californienne de 1996. Cet excellent disque reçoit un invité de marque. En effet, le saxophoniste de Supertramp, John Helliwell, jouera sur la grande majorité des pièces de l'album. Un 2e album enregistré en public et un 5e pour Hodgson verra le jour en 2010. Roger Hodgson Classics Live. Ce disque renferme les plus belles chansons que Hodgson aura écrites durant sa carrière, de solides performances acoustiques qui vont rendre justice à Give a Little Bit ou encore de Logical Song. À travers les années, Hodgson a continué à tourner un peu partout à travers le monde. Il a toujours reçu les ferveurs d'un public qui ne l'a jamais oublié. En 2010, une grande tournée l'a amené aux 4 coins de l'Amérique, en Amérique du Sud, en Europe, jusqu'en Australie. D'autres grandes tournées ont eu lieu dans les années 2010. En 2018, il lancera la tournée Breakfast in America, qui rencontrera un autre succès. La rencontre en 1969 de Roger Hodgson et de Rick Davis va déboucher sur l'un des groupes les plus populaires et les plus estimés des années 70 et 80. Devant des échecs successifs, les 2 musiciens vont insister.
certains de leurs moyens. Ils connaissaient tout leur potentiel. Il leur suffisait de rencontrer les bonnes personnes et d'être patient. La rencontre avec John Helliwell, un saxophoniste de génie, fut déterminant pour Davis et Hodgson. Supertramp, après 2 disques et autant d'échecs, avait enfin trouvé un son, une voix musicale qui allait les conduire vers de grands albums et une renommée mondiale. The Crime of the Century en 1974 jusqu'à Famous Last Words en 1982, Supertramp aura produit 5 albums qui vont marquer les mémoires. Il n'y avait que de la grandeur et de la qualité dans leur production. Ils auront fait le bonheur de millions de gens avec des mélodies qui résonnent encore de nos jours. Le groupe ne se remettra jamais du départ de Roger Hodgson. Le succès ne sera jamais renouvelé. Mais peu importe, l'histoire avait déjà été écrite avec une musique qui a traversé les époques et qui demeure encore aujourd'hui dans les mémoires. Supertramp, les super clochards qui ont tenu un petit breakfast en Amérique. So down here on the ocean, we will stay, we will stay, we will stay. Went through a lot of changes, turned a lot of pages, when I took a boat on Sunday. Ooh, yeah. All right. Here we go again. Hey, hold on. Nah, nah. Hey, hey, yeah. Give a little bit. Give a little bit of your love to me. Give a little bit, give a little bit of my love to you. There's so much